Et c'est l'heure du Geek Talk, il est 18h, 18h tout pile et vous êtes déjà au rendez-vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début juin, en cette période de déconfinement. Ça fait du bien de revivre normalement, ça fait du bien de revoir des gens. D'ailleurs, j'ai un collègue à moi qui est là, Max, viens montrer ta tête. Juste recule de 1,50 m. Voilà un nouveau collègue qui nous a rejoint dans l'équipe de Molin Geek dans le département marketing. Bienvenue à toi. Et bienvenue à vous tous. Alors, vous connaissez la règle, on vous demande de nous donner la force pour ce live. Donc, si vous avez plein d'amis qui sont autour de vous, qui sont intéressés par tout ce qui est entrepreneuriat, qui sont intéressés par tout ce qui est marketing, par tout ce qui est programmation, nos sujets préférés, eh bien, partagez le live maintenant. Je vous regarde. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si vous m'entendez bien. Je vais vite regarder. Eh ouais, vous m'entendez bien, donc n'hésitez pas aussi pendant toute ce Geek Talk à participer en live, en laissant des commentaires, en posant vos questions, parce qu'on a un chouette invité aujourd'hui qui est là d'ailleurs à côté de moi. Voilà, on te voit, Sébastien de Beaufort. Sébastien, bienvenue. Bonjour, et bien, du coup avec un mois de retard, May the fourth be with you, exactement un mois de retard. Euh, J'ai pas compris la blague, explique-moi. May the force ah, be with you. May the fourth, le 4 mai, c'était il y a Ah, exactement j'ai quelques compris. jours. Ok, ça. Je suis désolé. Ouais, donc ma première J'ai blague pas sur tilté, le j'ai geek. pas tilté. Je suis désolé, moi je sais pas faire semblant de rigoler. Si je comprends pas la blague, il faut m'expliquer. Pas Écoute, de souci. merci. D'ailleurs, première chose, je suis fan de ton nom de famille. Je sais pas pourquoi, je kiffe ton nom de famille. Moi, à chaque fois qu'il y a des noms de famille que j'aime bien, et toi, je trouve que ton nom de famille fait trop chevalier. Max, tu trouves pas que son nom de famille Sébastien de Beaufort, on dirait un chevalier qui va aller se battre dans la cour. Il manque ton armure et ton épée. Et d'ailleurs, je suis pas si loin que ça. Je suis sûr que tu kiffes les épées, les trucs comme ça. Ouais, j'ai fait un peu de jeu de rôle grandeur nature à l'époque. Ah, purée, je suis trop fort. Purée. Et tu devais avoir la classe avec ton nom de famille. J'avais un pseudo quand même, mais Ok, donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va s'intéresser particulièrement à ce que tu fais, à ton parcours, parce qu'on va dire que tu as plusieurs vies. Tu as un serial entrepreneur, tu as plusieurs boîtes à ton actif, tu as des chouettes projets, et on va s'intéresser tout particulièrement aussi à la stratégie de testing dans le cadre de la programmation, puisque tu vas nous parler de programmation automatisée. Donc il y a plein de sujets dont on va discuter aujourd'hui. Mais peut-être pour tous ceux qui nous regardent, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation, peut-être nous dire qui est Sébastien de Beaufort. ok, je suis donc, effectivement Sébastien de Beaufort, j'ai 30 ans depuis quelques jours. Euh, Comme tu l'as dit, j'ai lancé plusieurs entreprises au cours de ma carrière. Les premières, c'était donc QWERTY et Azertich, déjà dans l'enseignement à l'époque. QWERTY Euh, et Azertich. ouais, Puis tout je à kiffe le fait, nom, il est trop bien. Je sais pas qui est votre responsable marketing, mais je kiffe le nom. c'est gentil. Euh, donc QWERTY, c'était des cours à distance, hein, des cours particuliers à distance. Azertich, c'était des cours en physique. Euh, ça a été une super aventure. Voilà, si les anciens cofondateurs, enfin les anciens, ils sont toujours cofondateurs, la boîte existe toujours, enfin, Cool. nous Et écoutent. concrètement, c'était quoi? Si tu peux nous donner plus de Pardon. détails, tu peux nous donner plus de détails sur cette boîte? Bien sûr, donc QWERTY, c'était un réseau social, c'était un peu une ubérisation du cours à distance. Donc vous aviez d'un côté les étudiants qui cherchaient un cours. On avait d'autre côté les profs qui proposaient des cours, par exemple cours de maths de troisième secondaire avec, avec des horaires où il est disponible, avec des tarifs. Et l'étudiant pouvait ainsi sélectionner son prof, sélectionner le moment auquel il voulait avoir son cours. Et les deux se retrouvaient en ligne sur la plateforme Ok, pour avoir le cours. Il y avait un tableau partagé, il y c'est ça. avait tous les outils pour donner cours en fait. Ok. Webcam, son, chat, même une option pour lever la main Ok. qui Et n'existait pas encore. cette plateforme, c'est toi qui l'as développée de A à Z? Comment ça s'est fait? C'est l'équipe, mais effectivement, je faisais partie de cette équipe-là. Ok. Et ça, c'est à quel moment de ta carrière? C'est après tes études, pendant tes études? Quand tu fais ça? Pendant. En Pendant fait, tes études, donc tu faisais des études de programmation, je suppose. ouais, j'étais étudiant en informatique, donc à Supinfo. Ça m'a permis de financer mon bachelor. Top. Après ça, c'est une autre boîte qui a Puis financé mon master. ça, c'est une super mentalité. C'est une mentalité que je kiffe. Tu vois, tu fais des études et pour payer tes études, tu es là, tu lances un projet, tu te dis, OK, je ne vais pas aller gratter de l'argent, je vais m'autofinancer. Et
qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller développer une plateforme et trouver des clients et tu te lances plutôt que d'aller travailler au Quick ou je sais pas où, bah, tu te dis je vais me débrouiller, je vais créer mon propre business. Pour ça, je dois remercier les autres cofondateurs de la boîte. Ah, c'est eux qui t'ont donné le De m'avoir virus. permis de faire ça avec eux, c'était vraiment une super aventure. Et comment ça s'est passé cette aventure entrepreneuriale durant les études? Eh bien, ça a été du boulot. C'était chouette. En fait, le système de l'UNIF dans laquelle j'étudiais permettait de faire ça. Donc, Ça, c'est la on classe. avait des mois de stage enfin, 4 mois de stage l'été et pendant la première année où j'y étais, 1 an de stage par semaine. Et puis, un an, pardon, un jour de stage par semaine et puis Ça, 2 jours c'est de bien. stage par semaine dans les années supérieures. Et en combinant ça et avec mes nuits et mes soirées, Cool. Mais on a pu. je suis sûr que ça t'a permis de pratiquer directement ce que tu apprenais à l'école et de voir ce que c'est que la vraie vie. Et je trouve que c'est le meilleur type d'enseignement qu'on peut avoir. C'est-à-dire des études où on n'est pas que dans de la théorie, mais on nous donne de l'espace pour aller pratiquer et voir ce que c'est en réalité, quoi. Exact, exact. J'ai énormément appris de l'un et de l'autre. C'était vraiment top. Et C'était alors, au idéal. niveau commercial, comment ça s'est passé? Il y a eu directement un petit succès, il y a eu directement... Parce que dans ce genre de business, c'est toujours un peu... c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de profs, bah, il y a pas d'élèves qui s'inscrivent. S'il n'y a pas d'élèves, bah, les profs ne veulent pas s'inscrire sur la plateforme. C'est un peu le problème des marketplaces. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez répondu à ce problème-là? Tout à fait. Alors, c'est pas un problème qui s'est résolu en une fois, comme tu t'en doutes. C'était un problème qui s'est... Alors, au départ, on a eu du mal un petit peu à envisager. Donc, moi, j'étais toujours aux études. Mes associés sortaient tout juste des leurs. Euh, c'était une... euh, C'était... C'était un peu dur au début. Alors, on a eu énormément de chance. On a pu participer au concours de start-up du Microsoft Innovation Center. Donc, c'était un concours organisé par la ville de Bruxelles et par Microsoft. Et on l'a gagné. Et Top. ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, Ça vous a il y a eu donné ça et directement de la quelques visibilité, articles. quoi. Pardon. Ça vous a donné directement une grosse visibilité et c'est suite à ça que Ouais. ça a commencé à prendre la sauce, c'est ça? Ouais, tout à fait ça et quelques articles dans les journaux. Top. Ça nous a beaucoup aidé aussi. Ok. Et cette boîte, aujourd'hui, elle existe encore? Oui, tout à fait, tout à fait. Top, c'est vraiment classe ça. C'est un projet étudiant qui aujourd'hui génère de l'argent et continue à fonctionner. Oui, enfin, mes associés n'étaient plus étudiants, Ah ok. mais oui, tout à fait. Ah ok, toi t'étais le petit développeur étudiant qui codait tout, etc. quoi. Oui, oui, oui. Bon, Stop. après ça, il y en a une autre aussi dans l'équipe qui a appris à développer et qui est Ok. devenue une développeuse Et on, terrible. et on peut dire Euh, que c'est ce projet-là qui t'a donné le virus de l'entrepreneuriat? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et alors la suite c'est quoi? Alors Tu termines ensuite, tes alors études? il y a une boîte que je l'ai pas tout à fait, je l'ai pas, celle-là je l'ai pas fondée, je l'ai rejoint très rapidement après le début. C'était le Courrier du Maghreb et de l'Orient, donc ça c'est un journal, c'est en ligne éditoriale Mhm. à destination des professionnels. Ça c'est passionnant aussi. D'ailleurs j'y suis toujours. Euh, et ensuite il y a eu pour mon master, pour financer mon master, la double boîte Bamcell et Smile Paintball Network. Euh, La double donc boîte, ça veut dire quoi ça? Donc c'était les mêmes gens, les mêmes associés. On a fait Smile Paintball Network, qui était une boîte de vidéos de paintball. Donc on allait sur des événements de paintball, on avait une GoPro sur le front et on filmait Attends, le. je comprends bien. Vous avez créé une boîte de vidéos de paintball. Donc toi, tu es un pratiquant du paintball. Voilà, bah, j'ai. Donc là, derrière ta belle chemise et tout, en vrai, tu vas sur le terrain, tout équipé avec un gilet pare-balles, un gros gun avec des grosses billes et tu t'amuses à éclater la gueule des gens avec du paintball. Alors, éclater la gueule des gens, pas tout à fait, et un gilet pare-balles. Heureusement, on n'a pas besoin de gilet pare-balles pour jouer au paintball. Ok, mais toi, ton kiff, c'est de faire des Mais, headshots et de tuer les gens, quoi. ouais, c'est. Tuer des gens, je dirais qu'on s'en rapproche moins C'est que pas dans du d'autres sports de airsoft. combat. C'est vrai que pour ceux qui savent pas, il y a deux écoles dans ces games. Il y a ceux du airsoft qui sont vraiment dans un trip très réaliste, etc. Et puis tu as les gens un peu plus équilibrés, on va dire, ceux du paintball, c'est ça? Euh,
Ouais, c'est pas plus équilibré, je dirais. Les deux sports sont différents et complémentaires. Ah, Et il veut pas se c'est fâcher avec, il veut pas se fâcher avec des amis. Ok, et donc tu as créé une boîte qui filmait ça. voilà, donc on allait sur les events, on jouait, on avait notre GoPro et on filmait, et on faisait des montages vidéo. C'était vraiment très chouette. On a été à travers toute l'Europe pour ça. Purée. Euh, Quoi, on a été le ça a eu premier un été, petit. c'était en Grèce. Vous étiez les premiers à faire ça. On n'était pas tout à fait les premiers. On a été les numéros un pendant un an et demi sur ce créneau-là. Ok. Si tu veux dire les numéros un sur les réseaux sociaux, parce que ça avait Ouais, son petit succès, il y avait une communauté qui était derrière. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vois dans le chat que certains d'entre eux nous suivent en ce moment. Top, vraiment. Et donc, n'hésitez pas, hein, les gars, pendant le live, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, à commenter. Donc, si je comprends bien, voilà, tu avais une première boîte Azertich et QRTich, et puis tu as eu Oui, une autre boîte, et puis tu as eu cette deuxième boîte qui était parallèle. Donc, il y avait deux boîtes en parallèle. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? ouais. Alors du coup, à côté de ça, on avait Bamsel, qui était un réseau social de vente en ligne. Donc c'est un mélange entre eBay, Twitter et Facebook. Si vous mettiez par exemple un PC en ligne en vente sur la plateforme, Oui. moi je connais quelqu'un qui cherche un PC, je lui recommande le lien de ton PC et s'il achète via mon lien, moi je vais toucher une commission. Top. Et alors du coup c'était la même équipe et on a pu faire le lien entre les deux boîtes. Donc on avait pas mal de sponsors pour Small Paintball Network et nos sponsors s'engageaient à mettre en vente leurs items sur la plateforme Bamsel. Donc, vous étiez rémunéré dans la première boîte qui faisait de la captation vidéo sur le terrain de paintball. Vous aviez des sponsors et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient sur l'autre plateforme? Ils mettaient leurs produits en vente. Ils mettaient, tout à fait, ils mettaient par exemple, leur masque de paintball ou leur patch C'est quoi? ou ce genre Ils de vous choses. donnaient du stock, c'est ça? Ils vous donnaient du stock? Ils vous payaient en stock? Alors, c'était une marketplace, la plateforme. Donc, du coup, Ok, c'était eux qui mettaient directement en vente sur la plateforme. top, vraiment. Et donc, et comme ça, là, c'était un cercle vertueux. Vous aviez des produits à des prix avantageux ou des commissions avantageuses sur votre plateforme et il y avait des produits, je sais pas, il y avait des exclusivités de produits, il y avait des choses qui faisaient que les gens ils allaient sur cette marketplace. Alors, il n'y avait pas spécialement d'exclusivité de produit, mais effectivement, il y avait des liens qui redirigeaient vers cette plateforme. Tout à Vraiment fait. bien. Et donc, toi, en plus, c'était ton hobby, tout ce qui était paintball. Ouais. Donc, ça te permettait de kiffer ton travail de fou, quoi. Oui, 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 tout à fait. C'était passionnant. C'était vraiment une période. Voilà, si quelques-uns de l'équipe sont dans le chat, les gars, c'était vraiment une super période de ma vie. J'ai adoré. Ça a duré combien de temps, cette période? Ça a duré un petit peu plus de 2 ans. Cool. Un petit peu plus de 2 ans. Et après ça, et donc si je comprends bien, à chaque fois, c'était skills de programmeur qui t'ont amené à lier des hobbies et d'en faire des business, hein. Oui, tout à fait. Mais du coup, je dis toujours, c'est l'un des avantages d'être développeur, c'est que tout le monde a besoin de développeurs, donc on peut faire exactement ce que l'on veut. On peut travailler dans la boîte que l'on le souhaite. C'est, oui, il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment un message qu'on essaye de faire passer. Donc, si tu sais qu'à Molenbeek, Geek, on a une formation qui s'appelle la Coding School. Et d'ailleurs, tu as donné un workshop à nos étudiants il y a quelques temps. Enfin, il y a moins de 2 semaines, je crois. C'est là que je t'ai croisé ici à Molenbeek. Geek. Et c'est vraiment un des messages qu'on essaie de faire passer. Comme tu l'as dit, tout le monde a besoin d'une manière ou d'une autre d'un développeur dans n'importe quel type de boîte. Et donc, si toi, tu as des hobbies comme toi, en l'occurrence le paintball, bah, tu peux tout à fait trouver un moyen incongru pour faire une liaison et en faire un business ou ton travail, quoi. C'est ça qui est vraiment kiffant. Donc ça, c'est un gros message que je lance à ceux de la Coding School et ceux qui voudraient s'inscrire parce que on n'arrête jamais. En fait, on ouvre tout le temps des nouvelles classes. Très bientôt, on va ouvrir une nouvelle classe. Donc, si vous voulez devenir programmeur, web développeur, n'hésitez pas à vous inscrire à notre Coding School. C'est une formation de 6 mois pour devenir développeur qu'on a ici à Molengeek. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, allez sur notre site molengeek.com et vous allez sur la page formation. Il y a un onglet Coding School et vous êtes à l'affût. Très bientôt, on va lancer les inscriptions d'une nouvelle classe. Donc ça, c'est le petit placement de produit. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Très vite, si j'ai bien compris, tu as développé une affinité avec le développement, mais spécifiquement dans le domaine de l'éducation. Est-ce que tu peux développer ça? Tout à fait. Donc,
une de mes valeurs phares, c'est l'éducation. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, voilà, je l'avais déjà montré avec Quartic et Azertij. Durant mes études, j'ai eu la chance de donner des cours aussi dans l'université dans laquelle je suivais des cours. Et alors là, avec Javier Gonzalez, nous avons lancé une boîte qui s'appelle Tonic, qui donne cours, qui donne des formations, donc aussi bien dans des universités que des hautes écoles, que des entreprises. Top. Et, euh, et Et donc ça, donc, c'est là où nous en sommes c'est maintenant. Nous avons lancé cette boîte le 1er avril, c'était une bonne blague. Et, euh, et voilà, espérons que ça va marcher, on croise les doigts. Ok, donc ce que vous proposez, c'est des formations, c'est ça? Des formations et des cours, tout à fait. Ok. Ainsi que des workshops et tout ce qui peut aider à l'éducation. Donc ça, c'est une de tes boîtes aujourd'hui. Il y a d'autres boîtes que tu as encore en parallèle ou... Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas 24 heures dans la journée. J'ai l'impression que tu as des heures en plus. Alors, aujourd'hui, je suis toujours dans le courrier du Maghreb et de l'Orient, ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Euh, et alors, avec Javier, on devait faire aussi une boîte qui s'appelait Global Internship Network, qui a comme objectif d'envoyer des stagiaires à l'international. On comptait aussi le lancer le 1er avril. Malheureusement, la situation fait que c'est difficile pour le moment, donc on a un Ouais. petit peu pivoté ça. Ok. Et on s'est réorienté vers Tonic. Ok. Et voilà, mais on y reviendra dès que la situation se sera un petit peu calmée. J'espère bien. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Oui. Pour la suite, donc aujourd'hui, on voulait parler spécialement de la stratégie du testing. Donc dans la programmation, il y a plein de manières de travailler et il y a entre autres la stratégie du testing. Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière vulgaire? C'est-à-dire que voilà, il y a plein de gens qui nous regardent. Si vous, comme moi, de toute façon, moi je serai votre filtre, vous inquiétez pas, tous ceux qui nous regardent. Si je comprends pas, je vais poser la question parce que moi je suis pas du tout initié à la programmation. Alors, de quoi on parle dans la stratégie du testing? Alors, le testing. Je ne sais pas si tu as déjà participé à un projet IT. J'ai vendu pas mal de projets IT. J'ai parfois piloté des équipes, mais pas plus que ça. Voilà. Bah, du coup, tu as sûrement connu cette période. Donc, les développeurs ont passé un certain temps à développer et il est venu le temps de tester. La fonctionnalité. De tester la plateforme, de tester les fonctionnalités qui ont été développées, de retester les anciennes fonctionnalités qui avaient précédemment été développées pour vérifier qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des régressions, donc quelque chose qui a été cassé par le nouveau développement, Mhm. tester les bugs qui ont été corrigés, ce genre de choses. Tu en conviendras que c'est pas la période la plus sympa Non, parce qu'il y a du toujours un projet. truc, un boulon qui a sauté quelque part, un truc qui marchait très bien, qui fonctionne plus, et donc on a l'impression de régresser. Voilà. Et cette période-là, donc cette période de test, généralement assez répétitive, euh, allez, on peut se le dire, hein, c'est assez barbant. C'est clair. Euh, et nous, les développeurs, on est des paresseux. Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est le travail que l'on peut automatiser, on le fait. C'est là d'où vient la fameuse mentalité DevOps. Et du coup, il existe un moyen de automatiser ces tests, de, de les rendre faits par une machine. Ok, explique-nous ça. Parce que là, Alors, tu vas changer la vie de certains. à moi, ça m'a changé ma vie. Ok. Donc, il y a plusieurs niveaux de tests. On les classe généralement dans trois catégories. Il y a ce que l'on appelle les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests fonctionnels. On les place sous forme d'une pyramide. Pourquoi une pyramide? Parce que on ne peut pas construire les étages du dessus sans avoir construit les étages du dessous. D'accord. Donc, notamment la base. Euh, la base, c'est quoi? C'est les tests unitaires. Les tests unitaires ont l'avantage d'être assez rapides à être exécutés, assez rapides en termes de développement et n'ont pas besoin d'infrastructures spécifiques. D'accord. En Est-ce quoi que tu peux consiste-t-il? nous expliquer les différences entre les tests? Tu avais parlé de tests unitaires, tests fonctionnels. D'intégration Et... et tests fonctionnels, tout à fait. Ok. Alors, les tests unitaires. Les tests unitaires, donc vous allez tester la plus petite unité de code possible. Donc, typiquement, une fonction ou une méthode. Ok. Les tests d'intégration, vous allez tester
l'intégration des différents modules de code entre eux, voire l'intégration de votre code avec vos dépendances. Qu'est-ce que j'entends par dépendance? Typiquement une base de données ou une API. API, ça veut dire? Alors API, c'est une interface entre machines. Donc nous, on a une interface avec un écran pour dialoguer avec notre PC. Les machines peuvent dialoguer entre elles grâce à ce qu'on appelle des API. Ok, d'accord. Après, tout à l'heure, je ne sais pas si ça va venir, mais je vois qu'il y a une première question. Quels sont les outils utilisés pour les tests front-end et ceux pour les back-end et aussi le langage pour le back? Donc ça, je propose tu mets cette question dans ta tête, tu continues ton développement, mais tu sais que voilà, on va répondre à cette question. S'il y a d'autres personnes qui regardent le live, n'hésitez pas à poster vos questions. Aujourd'hui, on a un sujet très technique, donc allez-y. Oui, tout à fait. On pourra revenir sur cette question Ouais. tout à fait qui est très intéressante et très utile. Alors, donc ça, c'est pour les tests d'intégration. Nous avons ensuite les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, ce sont des tests qui vont tester l'ensemble d'une fonctionnalité, donc de A à Z. Par exemple, vous avez une plateforme qui vend des t-shirts en ligne. Vous allez tester le processus d'achat d'un t-shirt de A à Z. Vous allez tester le fait d'ajouter un t-shirt dans un panier, de cliquer sur payer le contenu du panier et faire le paiement par carte de crédit ou par PayPal, peu Ok, importe. d'accord. Donc c'est vraiment une fonctionnalité de A à Z. Ok. Est-ce que je peux te poser une première question ici? Est-ce que tout ce que tu dis là, c'est spécifique à des développements from scratch ou c'est aussi des choses qu'on fait quand on utilise, je parle pour un site internet, voilà, j'utilise WordPress, j'ajoute des plugins, c'est aussi des trucs qu'on fait dans ce sens-là? Alors, bonne question. Je ne suis pas un grand expert de WordPress, donc je ne saurais pas répondre s'il y a des frameworks de tests sur WordPress. Ceci dit, il y en a en PHP, donc on peut tout à fait intégrer un framework de PHP Unit, par exemple, à notre projet et utiliser ça pour tester nos fonctionnalités WordPress. D'accord. Après, Juste si WordPress tu est peux une m'expliquer manière ce que très c'est spécifique de code. si tu peux juste m'expliquer ce que c'est qu'un framework, parce que tu utilises des termes, j'aimerais Ah, bien pardon. comprendre. Un framework, c'est une bibliothèque de fonctions de code préfaites qui s'accompagne de toute une série de bonnes pratiques qui sont déjà pré-mises en place dans le code et qui ne nous reste plus qu'à suivre. D'accord, ok. Je te laisse reprendre le fil de ta pensée. Donc, tu étais en train de nous expliquer les différents tests qu'il y a. Et puis, je suppose que tu vas nous expliquer comment on peut automatiser tout ça. Tout à fait. Et donc, eh bien, tous les tests dont je viens de parler sont automatisables. C'est-à-dire que l'on peut écrire un test, par exemple unitaire, qui va donc tester une fonctionnalité bien précise, une fonction bien précise. Par exemple, vous voulez vous inscrire sur un site, sur Facebook. Ok. Vous devez remplir votre email et Facebook va vérifier que votre email est bien un email valide. Oui. Et le développeur chez Facebook va donc créer une fonction pour valider l'email. Oui. Donc, tu Nous reçois allons un donc... mail automatique dans ta boîte, tu dois aller cliquer sur le lien. C'est de ça qu'on parle. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je parle même avant ça. Au moment où vous remplissez le champ, Ouais. il va vous dire que, par exemple, un email doit contenir un @ un email doit contenir un point entre... .com, .be, ce que tu veux. etc. Donc, au moment où vous allez développer, vous allez créer une fonction de test qui va pouvoir lancer la fonction dans un cas particulier. Par exemple, elle va mettre un email sans @ et elle va vérifier que la fonction renvoie bien faux ou email non valide dans le cas où il manque un @ Ok. Quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on va avoir pas mal de tests unitaires sur cette simple fonction de validation d'email. Et dès que ces fonctionnalités de cette fonction ne seront plus Correct. valides, il y a un bug, il y a quelque chose qui est cassé, on va le savoir. On va pouvoir lancer tous les tests unitaires. Ça va prendre quelques millisecondes d'exécution, voire quelques secondes si on en a beaucoup. J'ai des projets à 500 ou 600 tests unitaires. Hein.
ça va prendre quelques secondes de tous les exécuter et de vérifier que mon code fonctionne toujours. Top. Et comment tu fais ça? Alors, généralement, lors de la construction d'un test, on va avoir 3 parties dans le code. Alors, attention, je vais rentrer dans la description vraiment du code. Vous allez avoir une première partie où vous allez préparer tout ce dont vous avez besoin pour votre code, mettre en place les divers outils. Vous allez avoir une deuxième partie où vous allez exécuter le code que vous voulez tester. Et enfin, dans la troisième partie, vous allez faire, alors ce qu'on appelle dans le jargon un assert. Vous allez vérifier que le retour de la fonction correspond bien au résultat attendu. D'accord. Et ça, il y a un outil qui existe pour ça, ou bien Alors, c'est du code? une combinaison d'outils, je dirais. Donc, Ok. par langage, vous avez des frameworks ou des bibliothèques de fonctions. Tout à l'heure, je parlais du PHP, qui a PHP Unit. Si vous allez en C#, vous avez XUnit, NUnit. Si vous allez en JavaScript, il y a Jasmine notamment. Chaque langage a un petit peu son outil. Et alors, généralement, vous avez une intégration de ces outils dans les environnements de développement. Qu'est-ce que c'est un environnement de Donc, développement? donc, un environnement de développement, c'est un éditeur de texte un petit peu amélioré. C'est votre bloc-notes Windows++. Ok, tu peux donner un exemple? Alors, par exemple, nous avons, dans le cas du PHP dont on parlait tout à l'heure, PHP Store, mais nous avons Visual Studio. Ah oui, là des tu choses viens de là. dire un truc que je connais, Visual Studio. Chez Cameron Geek, on utilise beaucoup Visual Studio. Ah, Ok. voilà. Donc, tu Donc, as un Visual outil qui est propre à un langage, qui est un framework, et puis ça, tu vas l'intégrer dans ton environnement de travail, par exemple Visual Studio, c'est ça? Tout à fait, tout Donc, à dans fait. Visual Studio, ça va être quoi le framework qu'on va utiliser, par exemple? Alors, du coup, si on fait Jasmine, c'est ça que dans tu as dit Visual tout à l'heure. Studio, si on fait du C#, ça va être par exemple XUnit, NUnit Ok. ou MSTest. Et si on fait du JavaScript, ça va être Jasmine. Jasmine, ouais, Purée, tout à t'as vu, fait. je m'étonne, j'arrive à te suivre dans le développement. Dans le Oui, développement intellectuel, pas dans le développement. Ok, et donc il y a des frameworks, il y a des environnements dans lesquels on travaille, et puis il suffit d'utiliser ces deux outils et on peut automatiser ces fonctions. tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc là, on vient de Alors, répondre à la question de Yacine de tout à l'heure, ou bien c'est pas ça la réponse? alors, tout à fait. Donc, pour reprendre sa question, quels sont les outils à utiliser pour les tests front-end et ceux pour le back-end? Euh, eh bien, les langages et les langages aussi et aussi le langage pour le back. Alors, les outils pour le front-end, souvent, lorsqu'on fait du JavaScript, ça va être Jasmine. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Euh, et, euh, et alors, pour le back, ça dépend du langage. Effectivement, PHP Unit pour le PHP. Euh, on peut faire du Jasmine aussi en back, puisque le JavaScript est aussi utilisable en back. Et alors pour le C#, on en a déjà parlé aussi. Ok. Et alors, quel est le temps que tu estimes avoir sauvé grâce à toutes ces automatisations et qu'est-ce que ça prend comme temps justement d'implémenter ces automatisations juste pour Alors, mais pour exprimer ça, je peux peut-être vous raconter une petite war stories, comme on dit. Ah, c'est les meilleures manières d'apprendre. Vas-y, je t'écoute. J'adore les Voilà, donc stories. c'était à l'époque, je travaillais pour une fois, pas pour une start-up, je travaillais pour une grosse boîte d'assurance. Euh, et on était une équipe de 3 développeurs. On devait travailler sur un projet de microservices, ça avait l'air assez sympa. Et, mais voilà que l'un des développeurs de l'équipe m'appelle et me dit Seb, prépare ta valise. La semaine prochaine, on part en Suède et et on n'est pas racheté sur un projet. Donc il y avait un projet, une équipe de développeurs Suédois. devait sortir ce projet pour janvier. On était en février, ce n'était pas sorti et même une partie de l'analyse n'était pas faite. On a dû se lancer comme ça du jour au lendemain dans ce projet. Ça, c'est un truc que les Euh, développeurs y kiffent, non? Ouf, C'est un cauchemar, ouais, je veux dire, c'est je ironique. devais être prêt pour avant-hier et voilà. Mais les développeurs avec qui j'étais étaient vraiment des très 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 bons développeurs, highly skilled Les Suédois, et je on veux a dire. dit
Pardon? Les Suédois ou tes collègues? Alors, il y avait un Suédois et en fait, mon équipe était splittée entre la Belgique et la Suède. Ah, Enfin, ok. voilà. Ça Mais va. donc, on a décidé de mettre en place ce que l'on appelle le test first. Donc, c'est une stratégie de test. On y reviendra tout à l'heure, qui, euh, qui nous a permis de sortir le projet. Donc, on avait 3 mois pour le faire. On l'a sorti en un mois. Top. Et alors, non seulement à la sortir d'un mois, on va me dire oui, mais en un mois, vous l'avez rushé, ça s'est mal passé, il y a dû y avoir plein de bugs, etc. On est C'était une grosse boîte, donc on avait tout un service de test, des gens dont le métier c'était de tester, qui testaient l'application après. Donc, quand ils ont pris l'app, ils ont trouvé 2 bugs et demi. Alors pourquoi et demi? Parce qu'il y avait trois bugs reportés, mais 2 d'entre eux étaient en fait 2 symptômes différents du même bug. Donc, 3 développeurs pendant un mois, ça veut dire qu'en un mois, euh, par développeur, il n'y a qu'un seul bug. Wow. Et ça, c'est grâce à l'automatisation de testing que vous avez fait. Tout à fait. C'est grâce à une bonne stratégie de test que l'on a mise en place. Donc toi, dès que tu es arrivé, c'était le rush, c'était le foutoir, et vous vous êtes dit, OK, on va essayer d'automatiser un maximum, et la première chose que vous avez fait, c'est implémenter ces outils de testing. Tout à fait. Alors, ça nous a permis de développer vite, ça nous a permis de développer sans bug, ou sans beaucoup de bugs en tout cas, et ça nous a permis aussi d'être hyper adaptatif. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de changements d'analyse et côté business que l'on a dû implémenter pendant le projet. Euh, et le fait d'avoir des tests, ça a rendu notre code hyper modulaire et ça nous a permis de changer des parties de l'application en étant sûr qu'il n'y ait pas d'impact non mesuré, non quantifié sur d'autres parties de l'application. OK, vous avez isolé les fonctions pour pouvoir mieux les tester, les paramétrer, etc. OK? Tout à fait. Purée, je suis fort. Franchement, je suis presque en train de devenir un développeur là. Il y a encore une question de Yacine. Yacine, qui est un de nos anciens invités, c'est aussi un développeur spécialisé en WordPress et d'autres trucs. Si je dis que WordPress, il va s'énerver. Les tests automatisés, il a une question. Les tests Ouais. automatisés nous permettent de gagner du temps et de vérifier son code, mais comment faire pour être sûr de bien écrire ces tests? Car si je me trompe dans mon assert, c'est déjà mal parti. Existe-t-il des bonnes pratiques dans l'écriture des tests? Ah oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Euh, alors Yacine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écrire des bons tests, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience et par l'entraînement. Il existe pas mal d'exercices pour ça. Je pourrais d'ailleurs revenir une fois pour faire un petit exercice en live de, euh, de test et d'écriture de test. Ça pourrait être super intéressant. Ok. Peut-être que tu peux nous dire Euh, les plus grosses erreurs dans l'écriture des tests, des alors, gros trucs. la plus grosse erreur, ça serait de se tromper de type de test. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de tests unitaires, tests d'intégration et tests fonctionnels. Ouais. Euh, la plus grosse erreur, ça serait de se tromper de type de test et de ne pas écrire le bon test au bon moment. Ok. Donc de faire un test unitaire plutôt que de faire une test de fonction. Ouais, tout à Oh, fait. je suis trop fort, t'as vu? Euh, Je m'impressionne. Ok. ouais. Donc ça, c'est une Bah, tu as un grosse petit peu erreur. d'expérience en développement, non? Non, 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 mais tu t'imagines même pas à quel point je sais pas coder, je sais pas écrire une ligne. Même le truc de base HTML, CSS, je connais rien, j'y connais rien. Mais je peux te vendre un projet, t'inquiète pas, si je veux, je peux le vendre. C'est ça le comble des sales. Il est capable de te dire que ça coûte autant, mais il sait pas du tout comment on le fait. Ok, donc la plus grosse erreur, c'est de se tromper de type de test. Est-ce qu'il y a une grosse erreur, une autre grosse erreur dont tu peux nous parler, puisque tu nous dis qu'il y en a beaucoup quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Après ça, on va peut-être pas se concentrer sur les erreurs, mais plutôt sur comment faire pour écrire des Ouais, bons tests. ok, c'est toi le chef, je te Euh, suis. donc, enfin, ce que je vois ici, la question qui est, existe-t-il des bonnes pratiques dans l'écriture des tests? Alors, il y a vraiment beaucoup de bonnes pratiques. Les développeurs sont même pas toujours tous d'accord sur les bonnes pratiques à suivre. C'est à discuter en équipe et à se mettre d'accord au début de projet et à chaque rétro sur comment faire pour chaque projet. Tout à l'heure, j'avais parlé de la séparation en trois phases. Donc, le fait d'arranger
ses variables, la préparation de ses tests dans la première partie. Dans la deuxième partie, écrire l'exécution du code que l'on veut tester. Et la troisième partie, écrire le assert. Donc là, on va vérifier si le résultat attendu correspond bien au résultat obtenu. Alors, une bonne pratique, c'est de commencer par le assert. Comme ça, on sait, avant de commencer, qu'est-ce que l'on veut tester. Ensuite, on va écrire l'exécution de la fonction et ensuite seulement ce dont on a besoin pour l'exécuter. Pour une autre super pratique, c'est d'écrire le test avant. Donc, on commence par écrire un test unitaire qui échoue. Ensuite, on va implémenter le code minimum pour que le test soit vert. Alors là, je vais introduire un nouveau mot un peu technique. On va committer. Donc, qu'est-ce que c'est committer? Committer, c'est établir un point de sauvegarde dans le code. Alors, il y a quelques autres effets au commit, mais ici, ce que l'on va avoir, c'est un point de sauvegarde où l'on sait que notre code fonctionne parce que notre test passe. Ouais, ok. Parce qu'en fait, quand tu codes, il y a tellement d'enchaînements de fonctions que des fois, tu ne sais pas où aller l'erreur et donc tu vas faire un commit, c'est ça? Comme ça, tu sais que jusqu'à 50%, jusque-là de mes lignes de code, ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Trop fort. Ensuite, on va pouvoir refactorer pour rendre le code joli, lisible par soi-même et par les suivants qui devront maintenir le code ou l'améliorer. Et à chaque fois que l'on fait une modification, on peut relancer les tests pour vérifier que le code fonctionne toujours. À chaque fois que l'on a fait un refactoring, on lance les tests et si le test est vert, on peut de nouveau committer, donc créer ce fameux point de sauvegarde. Okay. Si on est perdu et que les tests ne passent pas et qu'on ne sait pas pourquoi, on peut toujours faire un rollback à ce fameux commit qui était vert. Alors là, tu as utilisé plein de mots. C'est quoi ça, un rollback? C'est un retour dans le temps. Pardon? Rollback, oui, tout à fait. C'est un contrôle Z. C'est un contrôle Z, non? Oui, un contrôle Z. Vous revenez à la dernière sauvegarde. Tout à fait. Voilà. Un contrôle Z. Ok, et après? Et donc, et quand vous êtes content de votre code et de l'implémentation que vous avez fait pour passer vos tests, vous allez pouvoir écrire le nouveau test suivant et recommencer. Top. Donc ça, c'est la méthodologie pour implémenter ces automatisations. Tout à fait. Et donc, c'est ce que l'on appelle le Test Driven Development, le TDD. Et si vous savez faire ça, vous êtes un excellent développeur. C'est à ça que tu reconnais, toi, des excellents développeurs, des high-skill développeurs? Oui. Oui, tout à fait. Je connais même des entreprises qui ne recrutent que des développeurs qui savent faire ça et qui maîtrisent ça. Ok, mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Je veux dire, c'est des méthodos, c'est des process qui s'implémentent. Donc, il y a des boîtes qui disent, voilà, nous, on veut coder, mais de cette manière, etc. Oui, donc tout à fait. C'est des protocoles, c'est ça? On peut appeler ça des protocoles de codage? Protocole, c'est C'est un gros mot. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est une méthode, en tout cas. Ok. Et il y a des différentes écoles ou pas? Ou bien c'est vraiment chacun il automatise un peu à sa sauce? Alors, il y a plusieurs écoles. Celle-ci, c'est le TDD, c'est une des méthodes quand même une des méthodes les plus répandues. Okay. Il y a moyen d'aller plus loin en mettant du coup des tests fonctionnels avant ces tests unitaires aussi et en automatisant le système et en incluant dans la rédaction des tests non seulement les développeurs mais également les personnes plus business ainsi que les testeurs. Ok. D'accord. Il y a une question ici de Javier Gonzalez. Pourquoi, avec tous ces avantages, toutes les boîtes n'adoptent pas l'automatisation des tests? Pourquoi c'est pas quelque chose qu'on apprend dès qu'on apprend à coder aussi? On dit voilà comment on automatise. Ah oui, ça c'est un gros problème. C'est que beaucoup de boîtes ne voient pas la plus-value des tests. C'est sûr que lorsque l'on fait des tests unitaires, on doit écrire plus de code. Et dans la tête de pas mal de managers, plus de code signifie plus de temps au développement
Et ça paraît assez logique. Ok. C'est du Et travail, donc, on se rajoute du travail pour rien, quoi. C'est ça qu'ils voilà. pensent. Voilà. Ceci dit, je peux vous garantir que ce n'est pas vrai. Lorsque vous développez, vous devez, si vous n'utilisez pas de test, vous devez coder votre fonctionnalité, compiler votre code, lancer votre application, naviguer dans votre application jusqu'à l'endroit où vous voulez, où vous allez modifier quelque chose, tester la fonctionnalité manuellement et ensuite vérifier que vous avez effectivement obtenu le résultat attendu. Ok. Ça peut prendre plusieurs minutes. J'ai même un exemple d'une vieille application sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, où j'ai chronométré, la compilation prenait 16 minutes. Et alors que ça, avec des tests unitaires, Mhm. euh, pourrait prendre quelques secondes, dans le pire des cas. Ok. Mais à proprement dit, quand je développe normalement et que je développe avec la méthode TDD, ça prend Ouais. combien de pourcentage de travail en plus? C'est quoi? C'est de l'ordre de 20%, 30% de développement en plus? Pour moi, c'est pas en plus, c'est en moins. Oui, Euh, quand tu fais le test, quand tu pratiques le test. Mais ouais. dans l'écriture du code, ça représente quoi? Ah, en écriture pure, si je prends le nombre de lignes de code, qui est une très mauvaise métrique Ok. qu'il ne faut jamais prendre en compte lorsque l'on travaille comme ça, enfin jamais. Il y a des... Pas pour ça en tout cas. C'est... Oui, c'est sûr, ça peut prendre peut-être... je sais pas, ça peut prendre le triple ou le quadruple de lignes de code. Tout à fait. Mais par Ok. contre, en termes de temps de développement, ça le divise par... ça dépend des applications, mais ça peut le diviser par 5 ou 6 Ah, quand même. facilement. Ouais. Ok. En fait, tu construis une grosse machine qui est capable d'être. Enfin, c'est beaucoup plus efficace et on gagne beaucoup de temps. Le gain de temps, il est énorme. Il y a encore une question ici. Oui. Faut-il à chaque fois implémenter les tests unitaires et cela peu importe la taille du projet? Alors moi, je dirais oui pour tout ce qui est des projets qui devraient aller en prod. Si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle technologie, si vous êtes en train de faire des, un test de faisabilité de quelque chose, là, ça n'a pas forcément de sens de faire des tests unitaires. Ça peut se discuter, hein. Certains le font quand même. Des gens qui sont vraiment très habitués à ça le font. Euh, je dois avouer, mais à culpa peut-être, que personnellement, je ne le fais pas à ce moment-là. Mais sinon, pour tout ce qui devrait aller en prod, vous développez plus vite avec un code de meilleure qualité. Euh, nos- oui, pour moi, je ne vois pas vraiment de raison de ne pas le faire du coup. Ok. On a déjà 45 minutes de discussion. C'était fort intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose pour la conclusion, nous dire, voilà, pour ceux qui veulent devenir des adeptes du TDD ou du testing automatisé, voilà quelques pistes pour commencer à vous former, à vous renseigner là-dessus. Tout à fait. Alors, il existe pas mal de katas disponibles sur GitHub, notamment pour s'entraîner à ça. Euh, des projets qui ont été préfaits et vous n'avez pas à vous occuper du setup à faire derrière. Vous pouvez juste mettre vos mains sur le clavier et commencer à coder vos tests. Euh, Vous pouvez notamment retrouver le Berlin Clock Kata, donc le kata de l'horloge de Berlin qui est très intéressant pour ça. C'est quoi un Euh, kata? C'est un catalogue ou c'est quoi un kata? kata, non, c'est une. Alors, si vous avez fait un petit peu d'arts martiaux, c'est exactement pareil. Un kata en karaté ou en judo, c'est un exercice que vous allez refaire 20, 30, 100 fois afin qu'il soit dans votre corps, que naturellement, lorsque vous allez être en situation, vous allez l'utiliser. Ok. Eh bien, en code, c'est exactement pareil. C'est un exercice que vous allez refaire plusieurs fois. Une fois que vous l'avez fait, vous le jetez et vous pouvez recommencer. Euh, et, euh, et ça va vous entraîner à une technique de code en particulier. Et il y en a pas mal qui existent pour justement le TDD Ok. et les unit tests. Donc toi, tu connais plusieurs katas par cœur. Ouais, effectivement, J'adore il y la en a quelques-uns que parabole je connais à avec. peu près par cœur. Ok.
Top. Ah, donc, et ça, éventuellement, pour ceux qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'on peut te contacter? J'ai déjà mis ton LinkedIn, Sébastien de Beaufort, au cas Ah oui, où. tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres points de contact? Je sais que tu as, ton site, donc le site de Tonic. Tout à fait. Le site de Tonic. Alors, ça, c'est de toute façon une bonne manière de me connecter. J'ai également un Twitter. Euh, SDBOFO, je pourrais le mettre en commentaire de la conversation ici, pas de souci. Nous avons également une page Facebook Tonic Teaching. Nous avons une page LinkedIn aussi, Tonic Teaching. Euh, et nous avons un Instagram sur lequel vous pouvez également nous contacter. Je mettrai tout ça en commentaire Top. Donc à la fin de la retenez, vidéo. retenez tout simplement Tonic Teaching. Ils sont disponibles sur tous les réseaux Insta, Facebook, LinkedIn. Et si jamais vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le contacter. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, pour la suite? C'est quoi les gros challenges auxquels tu vas t'attaquer, toi? Ah, les gros challenges, eh ben, donc pour le moment, il y a la boîte évidemment Tonic Teaching qu'on est en train de lancer. Donc euh, donner des cours intéressants à des gens passionnés, ça c'est vraiment ce que j'adore et ce que j'espère que l'on arrivera à faire avec Javier lors des prochains mois. Ok, merci beaucoup. Quant à nous, je vous tiens un peu au jus des actualités. On a des grosses formations qui vont se lancer. Il y en a au moins deux, voire trois, des nouvelles formations qui sont dans le pipe. Là, ils vont bientôt arriver. Et il y en a une que je peux déjà vous annoncer, c'est la formation Webmaster. C'est une toute nouvelle formation en ce qu'on appelle Blended Learning. Donc, c'est à moitié en e-learning et à moitié en présentiel. Donc, si vous voulez devenir un spécialiste des sites Internet, apprendre à faire des sites Internet en HTML, CSS, en WordPress, etc., cette formation est faite pour vous. Surtout que cette formation, elle est ouverte à tout le monde. Il suffit d'être bruxellois, chercheur d'emploi, mais il n'y a pas de limite d'âge. Vous savez que pour la Coding School, on a des conditions, donc il faut être âgé de 18 à 25 ans, à 24 ans. Là, par contre, c'est une toute nouvelle formation qu'on va lancer. On va très bien communiquer dessus sur notre page Facebook et sur notre site. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page, à la liker. On vous en parle très, très bientôt. Sébastien, merci beaucoup. Merci pour tout. Franchement, c'était hyper intéressant. On aura sûrement l'occasion de te réinviter parce que tu es vraiment expert dans plusieurs matières. Et le jour où on fera très vite appel à tes services. Merci beaucoup en tout cas. Tu nous as partagé beaucoup d'enseignements. Je te remercie et à très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment super chouette. C'était vraiment un plaisir d'être là et les questions qui sont venues étaient vraiment super intéressantes aussi. J'espère revenir très bientôt. C'était vraiment un plaisir. Ciao. Ciao!